Chers amis africains, bonjour, de partout où vous êtes. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de la Côte d'Ivoire, ce beau pays africain que nombre d'entre nous connaissent bien, parce que tout le monde, au moins par le nom, tout le monde connaît la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, l'un des grands, comme on l'a toujours dit, l'un des grands noms africains, Monsieur Houphouët-Boigny. Bon, moi personnellement, je connais bien la Côte d'Ivoire pour y avoir vécu quelques années. J'y ai vécu notamment à Hongrie, pour ceux qui connaissent Abidjan. Ensuite, je suis allé au plateau, donc non loin. Et après, je suis allé à la Riviera Golfe. J'ai vécu parce que, à l'époque, mon épouse était hôtesse de l'air à Air Afrique. Donc, pour qui connaît bien la compagnie, c'est que il y a eu beaucoup d'Africains qui ont habité à Abidjan de ce fait-là. Et donc, c'est un pays que j'aime bien, je connais vraiment très bien. J'ai visité l'intérieur du pays. C'est un pays de cœur pour moi. Ensuite, j'ai aussi un autre lien avec la Côte d'Ivoire, c'est que j'ai mon beau petit-fils, hein, mon beau par la beauté, hein, qui est ivoirien aussi, puisque sa maman est ivoirienne. Donc, c'est un pays auquel je suis très attaché. Bon, donc je ne pouvais pas ne pas m'intéresser à ce qui se passe là-bas en ce moment crucial, parce que nous approchons inéluctablement de la date du 25 octobre, donc j'ai tenu à prendre un petit temps pour m'adresser aux Ivoiriens. Donc, je suis de très près ce qui s'y passe et je viens aujourd'hui donner un petit point de vue qui, j'espère, pourra aider à faire avancer les choses. Alors, avant tout, je voudrais dire que je suis opposé à tous ceux qui s'agrippent au pouvoir. Donc, euh, tout le monde comprend très bien que je désapprouve totalement la démarche de M. Ouattara qui s'impose aux Ivoiriens, bien qu'il y ait, faut bien le dire, il a fait des choses bien, hein, mais cela ne donne pas le droit de s'imposer, parce que c'est la loi de la nature, les choses doivent toujours changer, hein. Tout est mouvement, tout est changement. Bon, donc je désapprouve totalement sa démarche qui consiste à forcer le passage, à s'imposer, si vous voulez. Depuis le commencement, il n'a fait que s'imposer. Il est venu par la petite porte et depuis, bon, ben, il ne veut plus quitter. Bon, il y a des cas, hein, ce n'est pas le premier cas, vous me direz, en Afrique. Mais, comme je vous l'ai dit, je suis contre tous ceux qui s'imposent et qui veulent s'éterniser au pouvoir jusqu'à leur mort. Parce que je pense qu'il est dans cette démarche-là, comme le sont beaucoup d'autres en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville, avec un vieillard de plus de 85 ans qui continue à se décaper la peau, à se déteindre les cheveux, enfin, il veut rester enfant. Je pense que, d'ailleurs, je pense que Alassane Ouattara l'admire bien, puisqu'il l'appelle empereur. Donc, il prend exemple sur lui. Bon. Et il y a aussi Paul Biya au Cameroun. Vous voyez, lui aussi, à 92 ans passés, il a des cheveux noirs. Moi, vous voyez, j'ai mes petits cheveux blancs là, qui commencent à s'implanter. Pourtant, je suis bien jeune. Je suis fier de les porter, mes petits cheveux blancs. Mais eux, non, ils veulent rester enfants. Bon, c'est leur choix, je me dirais. Alors, pour revenir à la Côte d'Ivoire, donc je voulais dire aujourd'hui au président Laurent Gbagbo qu'il a une grande responsabilité sur la situation de la Côte d'Ivoire actuellement. Et il lui appartient de réparer ce qu'il a lui-même causé. Pourquoi je le dis? Je m'explique. C'est qu'on le veut ou non, M. Laurent Gbagbo, par sa naïveté, j'appuie bien sur le mot, qui est à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que si Laurent Gbagbo avait eu l'attitude qu'a aujourd'hui Alassane Ouattara, jamais, je dis bien jamais, Alassane Ouattara ne serait devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Vous voyez? Mais par sa naïveté, il a cru que
il fallait ouvrir le jeu, comme il dit. Mais il faut être naïf, vraiment, pour croire que quelqu'un qui est venu par les conditions dont on sait, hein, c'est-à-dire Ouattara s'est imposé aux Ivoiriens. Je parlerai tout à l'heure du rôle du tort de Fobani dans le jeu. Quelqu'un qui s'était introduit donc par la manière dont on sait, quelqu'un qui a eu la charge de diriger le gouvernement ivoirien pendant que Houphouët-Boigny était mourant, donc quelqu'un qui a fait déjà ses preuves. Les gens comme les Gbagbo ne pouvaient pas accepter de laisser Ouattara faire ce qu'il a, c'est-à-dire de donner la possibilité à Ouattara de venir arriver jusqu'au sommet de l'État. C'est pas possible. Parce qu'il connaissait déjà l'homme. Il ne découvrait pas Ouattara. Ouattara, on ne pourrait pas dire, bon, on lui accorde le bénéfice du doute. C'est quelqu'un qui avait déjà eu la charge de l'État pendant les derniers moments de Fouet-Boigny. Donc, tout homme avisé, tout homme averti pourrait dire, non, ce monsieur-là, on le connaît et on ne peut pas lui faire confiance. Et ensuite, il y avait un argument implacable, c'est que tout le monde sait, même ceux qui le soutenaient à l'étranger, notamment Nicolas Sarkozy, savent, tout le monde sait très bien que Ouattara n'est pas ivoirien. Il est peut-être devenu ivoirien aujourd'hui, parce que c'est vrai, on peut devenir ressortissant d'un pays par la naturalisation ou par l'adoption, pourquoi pas. Comme c'est mon cas, moi, je peux dire comme ça, ou le cas de, j'entends souvent on aime aussi le dire, donc c'est un ivoirien par adoption, par le cœur. Mais Ouattara n'est pas ivoirien. Et Laurent Gbagbo le savait, puisqu'il a démontré cela longtemps avant. Alors, pourquoi avoir cédé, lui qui a toujours été perçu comme un homme de conviction, un homme de combat, et là, il a cédé. Bon, donc aujourd'hui, si Ouattara est là où il est, le premier responsable, c'est d'abord Laurent Gbagbo. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy, ce n'est pas la France, c'est Laurent Gbagbo qui a cédé. C'est ça la vérité. Et il faut qu'il arrive à le reconnaître d'abord. Voilà. Aujourd'hui, à 80 ans, je pense qu'il peut faire un examen de son parcours et penser à tout ce qu'il a fait et notamment aux erreurs qu'il a commises. Alors donc aujourd'hui, puisqu'il croise en Dieu, je pense que Dieu lui donne l'opportunité de réparer. Parce que c'est un sérieux. Laurent Gbagbo a été envoyé à la CPI. Tout le monde pensait, lui-même y compris, que c'en était fini pour lui. Mais voilà que, par miracle, encore une fois, puisqu'il croit en Dieu, pardon, alors je pense que c'est un miracle divin. Donc voilà, il revient cette fois-ci, je pense, pour réparer cette erreur. Et à 80 ans, je pense que Laurent Gbagbo, il sait qu'il est plus proche de l'autre côté que du côté des jeunes gens qui ont encore 15 ans. Cela veut dire quoi? Que sa mission aujourd'hui, c'est de remettre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens avant de partir. Je tenais à faire passer ce message-là pour dire que M. Laurent Gbagbo doit corriger l'erreur qu'il a commise en remettant la Côte d'Ivoire aux mains des Ivoiriens avant de partir. Et quand je dis ça, naturellement, ça m'emmène à parler de Madame Yvette, euh, que je continue d'appeler d'ailleurs Madame Gbagbo. Madame Gbagbo est une grande dame, de mon point de vue. Mais je voudrais qu'elle arrive justement à faire montre de sa grandeur, dame d'exception. Parce qu'elle aussi, je pense qu'elle a milité toute sa vie pour que la démocratie s'installe en Côte d'Ivoire. Elle a enduré des peines que je n'aimerais même pas décrire ici et que le monde entier a dû voir sur les écrans, puisque ça a circulé dans le monde entier. Alors, quand on a vécu ça, et que l'on est une grande dame, on doit arriver à se surpasser. Accepter aujourd'hui d'aller à une élection
dont tout le monde sait qu'elle est jouée d'avance avec quelqu'un qui vous a humilié de la sorte et euh, dire que Laurent Gbagbo, disons, l'a trompé, hein, on va dire comme ça. Alors, aujourd'hui, la question que j'aimerais bien poser à Mme Gbagbo, c'est vrai, c'est une question de cœur, c'est difficile de juger, mais entre le mal que M. Alassane Ouattara lui a fait et le mal que Laurent Gbagbo lui a fait, quel est celui qui lui fait le plus mal? Est-ce le mal de Gbagbo ou est-ce le mal de Laurent, de Alassane Ouattara? Je ne sais pas. Je ne peux pas juger. C'est vrai que le cœur, c'est autre chose, hein? Mais j'aimerais bien qu'elle dise un peu aux Ivoiriens, parce que il faut être dans la vérité. Elle aussi, qui est une femme, qui me semble-t-il, a toujours eu un attachement particulier à Dieu. Bon, si Laurent Gbagbo lui a fait du mal, ce qui n'est pas faux, et que Alassane Ouattara lui a aussi fait du mal, que le monde entier a pu voir sur les télévisions du monde entier, puisque l'image a vraiment circulé, bon, et qu'aujourd'hui elle doit arriver à essayer de peser pour la Côte d'Ivoire, hein. Elle a intérêt à le faire pour la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'elle doit accompagner Laurent Gbagbo dans cette Alassane Ouattara dans sa nouvelle fermeture, ou bien dire je m'élève et que je refuse de servir d'accompagnatrice à ce monsieur au nom de la Côte d'Ivoire? C'est une question que je pose à la grande dame qu'elle a toujours été. Et je demanderai aussi à ses enfants, ou à leurs enfants, d'essayer de se rapprocher de leurs deux parents et d'essayer de penser à la grandeur et à la place de la Côte d'Ivoire. Je tenais à dire ça à cette grande dame que j'ai toujours aimée et respectée. Et j'en viens à présent à monsieur Alassane Ouattara, qui est, on va le dire, président ivoirien, mais monsieur Ouattara, de mon point de vue, est un homme sans dignité. Aucune. Parce que je suis africain comme vous. Qui peut me dire aujourd'hui qu'il y a un chef d'État africain en dehors d'Alassane Ouattara qui ne visite jamais, je dis bien jamais, la tombe de son père? Qui peut me dire cela? J'en connais, comme je l'ai dit au Congo, un vieillard comme ça, qui embarque même tout le gouvernement, tout le pays, pour aller tous les ans honorer ses parents dans son village natal, là où il les a enterrés. Bon, Alassane Ouattara est président en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu Alassane Ouattara aller s'incliner devant la tombe de son père. C'est quand même incroyable. Et la question, c'est pourquoi ne le fait-il pas? Vous voyez, quand un homme arrive à ce point-là, jusqu'à renier son propre père, de qui il porte les gènes, parce qu'il voudrait simplement qu'on ne sache pas que c'est un Burkinabé, puisque son père est enterré à Sendou, au Burkina Faso. Donc, Ouattara renie tout ça. Moi, j'aimerais bien poser la question aux Ivoiriens. Demain, si Alassane Ouattara meurt, vous allez l'enterrer où? En Côte d'Ivoire? Et dans quel village? Parce que Houphouët-Boigny, je pense qu'il est enterré chez lui. Ouattara sera enterré où? En Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que les Ivoiriens seront responsables pour aller enterrer Ouattara au côté de son père à Sendou, c'est-à-dire au Burkina Faso? Ce sont ces questions-là que les Ivoiriens doivent se poser aujourd'hui. Et je les pose. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai souhaité parler avant le 25 octobre. Monsieur Alassane Ouattara sera enterré où? En Côte d'Ivoire? Si oui, à Abidjan ou
dans un village. Ici, dans un village lequel? Ou alors sera-t-il enterré aux côtés de son père à Saint-Loup, et donc, de là où il tire ses racines, c'est-à-dire au Burkina Faso, ex-Haute-Volta. Il a toujours, toujours efforcé à- à effacer les traces. Vous voyez, parce que la vie, c'est ça, hein. On peut jouer le malin, mais le moment arrivera toujours, la vérité doit, ouais, doit éclater. Ouattara a-t-il déjà dit à ses proches où on devra l'enterrer? Puisqu'il a plus de 80 ans, plus de 83 ans officiellement. Donc je pense qu'il doit déjà y penser, comment. Vous voyez, c'est des questions. Je n'ai pas encore entendu les Ivoiriens aborder la question dans cet angle-là, donc j'ai tenu à le faire. Et donc je disais que Ouattara, pour moi, c'est un homme indigne, parce que il a régné ses origines, jusqu'à régner son père, au point de ne pas aller s'incliner devant sa tombe tous les ans, comme le ferait ou comme le font d'autres chefs d'État africains. C'était une honte. Le summum de la honte, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'indignité. Alors un homme comme ça, vous voyez, rien que pour ça déjà, les Ivoiriens ne devaient pas lui faire confiance. Quand j'entends, bon, souvent c'est des gens d'origine, hein, ils sont d'origine, je ne sais pas de quel pays, des Cissé-Bas Congo, je crois que c'est un originaire de Burkina Faso. Quand j'entends les Camara, je ne sais pas quoi, c'est des originaires de la Guinée. Bon, enfin, la Côte d'Ivoire, c'est un pays, il y a beaucoup de personnes qui sont issues d'autres pays, qui sont ivoiriens, et on ne peut pas le nier, mais la plupart, si vous observez bien, de ceux qui appuient Alassane Ouattara dans ses bêtises, ben, ce sont des gens venus d'ailleurs, en tout cas de par leurs origines. C'est ça qui est triste. C'est cela qui est triste. C'est quand un pays vous accueille, il vaut mieux avoir un minimum de reconnaissance. Tout compte, il vous a tout donné. Alors, donc, je disais que M. Ouattara a toujours eu des raisons pour prendre les autres pour les imbéciles. Excusez-moi hein, de l'expression, mais c'est ça. Il a inventé des histoires, voilà, on n'aime pas les gens du Nord, on n'aime pas les musulmans, c'était la bonne excuse pour se victimiser et être porté par une partie des Ivoiriens. Ensuite, est venue donc l'heure de dire oui, bon voilà, celui que j'ai choisi pour me succéder est décédé, et donc je dois moi-même me présenter. Ça, c'est vraiment un argument, franchement, je ne sais pas. C'est incroyable. J'ai suivi les Macron appuyer cela honteusement, comme si ça voulait dire que, franchement, il n'y a que deux personnes. C'est-à-dire, s'il n'y a pas celui-là, ben donc c'est moi. Et si c'est pas moi, c'est lui. Enfin, c'est en sérieux, quand même. C'est en sérieux. C'est en sérieux. Donc, il y a eu l'argument de j'ai perdu mon poulain, donc je me présente. Et aujourd'hui, l'argument, c'est quoi? C'est qu'il a vendu hein, aux Occidentaux, notamment à la France. C'est ah, attention, euh, il y a l'AES. Donc, moi, je suis le seul rempart. Ce seul moi peut empêcher euh, l'extension de l'AES sur la Côte d'Ivoire. En gros, c'est ça. C'est vraiment l'argument hein, que vraiment, il s'était forcé à aller vendre partout, hein, en France notamment, auprès de Macron, qui lui est quelqu'un qui, de mon point de vue, hein, n'a pas une longue vue. C'est-à-dire Macron, lui, voit toujours le court terme. C'est ce qui est dommage. Ce qui est vraiment dommage. Il voit le court terme, même dans sa propre manière de faire, vous voyez, il voit le court terme. Voilà, c'est quelqu'un qui est jeune, qui a eu la chance d'arriver au pouvoir, et qui ensuite, je crois, dans 7 ans, ou encore dans 5 ans, pourra revenir. Mais vous voyez, tout ce qu'il a fait, c'est pour se barrer lui-même la route. C'est-à-dire, je ne vois pas, moi, aujourd'hui, comment les Français pourront à nouveau accepter un Macron à la tête de leur pays. Tout ce qu'il a fait, c'est tirer lui-même des balles dans le pied. C'est une, c'est un jeune homme dont j'ai du mal à cerner, ou même à comprendre. Parce que je pense il est resté peut-être encore enfant, même s'il donne l'apparence d'un homme d'un certain âge. Parce que c'est son milieu préféré.
hein. Macron est plus à l'aise dans le milieu des gens d'un certain âge. Mais au fond de lui, il est resté un enfant, sa manière de faire. Je peux le dire parce que j'ai essayé de pratiquer la personne. Et je vois comment il le fait avec un pays comme le mien. Je vois, j'ai observé, donc je peux le dire sans trembler, comme on dit. Alors, M. Ouattara donc, leur a vendu l'idée que, bon, voilà, si moi je quitte le pouvoir, la Côte d'Ivoire va basculer dans l'AES. Bon, là aussi, je pose quand même la question. Vous croyez vraiment qu'un monsieur comme Tidjam Thiam, qui est un homme, on va dire, du monde d'aujourd'hui, monde moderne, vous croyez vraiment que Tidjam Thiam, devenu président de la Côte d'Ivoire, va rentrer dans le jeu de ceux qui pensent qu'il faut s'enfermer? Je ne crois pas. Mais je pense qu'il aura des relations de bon voisinage avec les pays de l'AES, ce qui, à mon sens, ne pose pas de problème, ni pour le commerce, ni pour les affaires internationales, ni pour les Ivoiriens, ni pour l'Afrique. Alors donc l'argument de Ouattara qui consiste à dire aux Occidentaux, et notamment aux Français, que moi, si je quitte, ben la Côte d'Ivoire va basculer à l'AES, c'est, encore une fois, il faut être de très mauvaise foi pour l'accepter. Et c'est le cas de Macron, qui a accepté de sacrifier, on doit parler comme ça, de sacrifier Tidjam Thiam qui l'a aidé. Parce que c'est ça la vérité. Quand Macron se cherchait encore, eh bien, il a eu besoin de soutien. Et parmi ses soutiens, il y avait un certain Tidjam Thiam, qui lui était déjà en pole position à cette époque-là, et qui l'a aidé financièrement. Vous voyez, aujourd'hui, Macron choisit de s'aligner derrière un vieillard de 83 ans, qui s'appelle Ouattara, qui plus est n'est pas ivoirien, et tout le monde le sait, et qui avait promis faire un mandat. Enfin, écoutez, je ne pouvais pas ne pas parler de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voyez-vous? Alors maintenant, je vais parler de Guillaume Soro. Guillaume Soro, qui pour moi, bon, j'ai toujours dit, c'était un jeune naïf à l'époque, qui a cru à un moment donné qu'il était devenu l'homme de la France, qui a combattu jusqu'à prendre les armes Laurent Gbagbo, au nom des intérêts français à cette époque-là, puisqu'il était devenu l'ami de Villepin et autres. En fait, ce qu'il ne savait pas, je l'ai dit à Niamsi, ce qu'à l'époque Guillaume Soro ne savait pas, c'est qu'il était simplement utilisé, instrumentalisé. Il croyait que, bon, voilà, moi, je fais ça, comme ça, la France m'adopte, et comme ça, une fois que Ouattara passe, ben, ça serait moi. Ben, nous voyons aujourd'hui tout son trajet depuis que Ouattara et ses amis français l'ont broyé. Broyé, il est devenu apatride. Bon, ça, ce sont les conséquences. Comme on dit, les conséquences conseillent mieux que les conseils. Voyez-vous? Donc, je dis aujourd'hui à Guillaume Soro, et lui aussi, il a une large responsabilité dans ce que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et cela l'oblige à corriger, lui aussi. Ça veut dire quoi? Eh bien, que de rester planqué là où il est, il ferait mieux d'aller se battre avec les autres sur le terrain. Parce que je pense que le combat va commencer là. Puisqu'il a été à l'origine de ça, eh bien, il est encore vivant. Aujourd'hui, ils sont deux à être vivants. Il y a, comme je l'ai dit, Laurent Gbagbo, qui est à l'origine donc de l'arrivée de Ouattara au pouvoir pour avoir cédé, en lui donnant la possibilité de se présenter, en sachant qu'il n'en avait pas le droit, d'un point de vue du droit ivoirien, c'est-à-dire de la Constitution. Donc, on va dire que Laurent Gbagbo avait violé la Constitution ivoirienne en acceptant que M. Ouattara soit candidat. Donc, Laurent Gbagbo doit corriger aujourd'hui, avant de quitter ce monde.
Et Guillaume Soro, qui, par les armes, a contribué à l'arrivée de Ouattara au pouvoir, doit également corriger pour que la Côte d'Ivoire recouvre sa sérénité. Et comme Laurent Gbagbo est encore vivant, et que comme M. Guillaume Soro est encore vivant, eh bien, eux, ils ont l'obligation ben, d'aller se battre sur le terrain aux côtés des Ivoiriens pour remettre la Côte d'Ivoire aux mains des Ivoiriens. Voilà ce que je tenais à dire aujourd'hui aux Ivoiriens, ce pays que j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, j'ai vécu. J'ai vécu en Hongrie, j'ai vécu aux deux plateaux, j'ai vécu à la rivière Golfe. J'ai mon petit-fils qui est ivoirien, par sa maman, et je suis africain. Et comme je vous l'ai dit, je suis opposé à tous ceux qui s'agrippent au pouvoir. Guillaume Soro, j'ai beaucoup de griefs contre lui, puisque Guillaume Soro, il se bat pour, soi-disant, la démocratie en Côte d'Ivoire, mais il soutient un vieillard qui tue les Congolais depuis les années 60, depuis les années 80. Parce que M. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir au Congo depuis les années, disons, depuis le 5 février 1979. Je ne sais pas quel âge il avait à cette époque-là, Soro, mais Soro est un fervent défenseur de M. Denis Sassou Nguesso, qui lui donne de l'argent. Donc, il se bat pour le bien des Ivoiriens, mais il encourage le malheur des Congolais. Ce que nous ne faisons pas. Nous nous battons pour le bonheur de tous les Africains. C'est une nuance. Il faut la souligner. Donc, mes chers amis africains, chers amis ivoiriens, j'ai souhaité faire passer ce message-là à quelques jours de la fin du mois de septembre et nous allons basculer donc dans le mois d'octobre et que le 25 octobre, si vous, Ivoiriens, vous ne prenez pas vos responsabilités, eh bien, M. Alassane Ouattara vous aura écrasé. Vous aura écrasé. Et donc ensuite, il mourra au pouvoir, parce que je pense que c'est ce qu'il souhaite. Et ensuite, vous, Ivoiriens, vous allez aller l'enterrer, soit sur vos terres à vous, soit vous aurez, en ce moment-là, à l'emmener chez lui, c'est-à-dire à Saint-Doux, aux côtés de son père, et donc au Burkina Faso. C'est un choix qui se présente à vous aujourd'hui, celui de mettre un terme à cette domination d'un fils que vous avez accepté chez vous, ou de laisser votre pays, eh ben, ça veut dire, vous aurez vendu votre pays, parce que je pense que Ouattara, tout ce qu'il fait, c'est pour, en tout cas tout le monde le voit, hein, c'est pour laisser la succession à son petit frère ou fils, comment, je ne sais pas comment les Ivoiriens le traitent, parfois on dit que c'est le fils, d'autres disent que c'est le petit frère, bon, enfin bref, tout le monde voit bien, donc c'est la continuité, et ça veut dire que votre pays sera toujours pris en otage. Je crois que aujourd'hui les Ivoiriens doivent s'unir autour de cette question. C'est-à-dire, être Ivoirien signifie ne pas laisser le pays aux mains de ceux qui ne sont Ivoiriens que par intérêt et non par amour, et encore moins par le sang. Merci à vous et j'attends, comme tous les autres Africains, la suite. Merci.